C'est ça le dépistage mammographique, c'est trouver un cancer quand il est tout petit, quand il fait quelques millimètres. La chirurgie va être très limitée et puis dans certains cas il n'y a pas besoin de chimiothérapie, donc un traitement beaucoup plus simple. Bienvenue dans De vous à nous, le podcast de l'ICANS, l'Institut de cancérologie Strasbourg-Europe. Issu de l'alliance de deux établissements leaders dans le traitement du cancer en Alsace, l'ICANS concentre la pointe de la technologie en matière de cancérologie, tant sur le plan humain que technique. Du diagnostic au traitement, les équipes pluridisciplinaires de l'Institut prennent en charge l'ensemble des pathologies cancéreuses. À travers ce podcast, nous avons recueilli les témoignages de professionnels, de chercheurs et de patients afin de vous faire découvrir leur travail, leurs avancées, leurs combats communs contre cette maladie. En ce moment, et comme chaque année, la campagne Octobre Rose bat son plein et propose de lutter contre le cancer du sein en informant et dialoguant. C'est dans le cadre de cette campagne que l'ICANS se mobilise et vous propose une série de 3 épisodes dédiés à ce sujet. Pour lutter contre cette maladie, prévention et dépistage sont la première étape. Une étape essentielle, mais qui suscite parfois de nombreuses questions. Alors, quels sont les moyens de prévention ? Comment se passe un dépistage ? Quelles sont les dernières avancées en la matière ? Pour ce premier épisode, nous sommes allés en parler au cœur de l'ICANS. Nous vous souhaitons une bonne écoute et vous retrouvons à la fin de cet épisode. Je m'appelle Carole Matelin, je suis professeure à la faculté de médecine de Strasbourg et je dirige le service de chirurgie de l'ICANS, donc l'Institut de cancérologie Strasbourg-Europe, qui est tout neuf puisqu'on a déménagé en 2019. Le cancer du sein, c'est une pathologie qui est fréquente, donc beaucoup de gens en entendent parler sans bien savoir ce que c'est. Alors on parle de cancer quand il apparaît des cellules anormales dans la glande mammaire, donc dans le sein, et que ces cellules se mettent à se diviser de manière anarchique et ces divisions ne s'arrêtent pas. Donc c'est ça le cancer du sein, ce sont des cellules qui grossissent, qui finissent par former une tumeur. Cette tumeur finit par aller toucher des ganglions et ensuite les cellules peuvent partir dans n'importe quel organe du corps, le foie, le rein, la rate, le poumon, etc., etc. Combien de femmes sont diagnostiquées chaque année ? Alors, cette année, on va être à peu près aux alentours de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein. Et pour faire parler les chiffres, quand j'ai commencé, il y a plus de 30 ans, on avait 25 000 nouveaux cas chaque année. On est à 60 000, donc on est au-delà d'un doublement. Comment on explique ça ? Par plein de raisons. D'une part, notre population vieillit. Et le cancer du sein touche aussi des femmes âgées. Donc plus vous augmentez votre espérance de vie, plus vous avez de cancer, en particulier de cancer du sein. Mais il y a d'autres éléments qui interviennent aussi. La grossesse, par exemple, la grossesse précoce protège du cancer du sein. Or, vous savez qu'en France, on a dépassé les 30 ans pour le premier bébé. Donc, vous avez plus cet effet protecteur de la première grossesse. Et puis, il y a peut-être des choses dans notre environnement qui ne sont pas très bonnes. Je pense aux pesticides, je pense aux métaux lourds, je pense à des choses comme ça. Et ces éléments-là ont peut-être un impact sur la survenue des cancers du sein. La moyenne d'âge des femmes diagnostiquées aujourd'hui, c'est quoi ? La moyenne, c'est 61 ans. Alors, il y a peut-être quelques chiffres à retenir, qui sont faciles à retenir. 60% des cancers du sein surviennent pendant la tranche d'âge du dépistage, entre 50 et 74 ans, à peu près 20% avant 50 ans et 20% après 74 ans. On peut le développer à tous les âges, mais ils sont absolument exceptionnels dans l'enfance. C'est vraiment des raretés. En général, dans une carrière médicale, on n'en voit pas. Donc, il commence à être significatif, je dirais, chez la jeune fille adulte. Et donc, plus on progresse en âge et plus on a de risques. J'imagine qu'il y a des facteurs susceptibles d'accroître le développement du cancer du sein. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, il y a des facteurs qui existent et qui augmentent le risque. Par exemple, un qui est fréquent en Alsace, c'est l'obésité. Mais l'obésité, même le surpoids, augmente le risque. Et pour vous donner un chiffre, quand une femme est en surpoids, elle augmente d'1,5 son risque de faire un cancer du sein. Lorsqu'une femme est obèse, et c'est en particulièrement vrai après la ménopause, le risque double, 2 fois plus important. Donc ça, c'est un des facteurs qui joue. L'autre facteur, c'est la consommation d'alcool. Plus on boit, plus on a de risque de faire un cancer du sein. Autre élément important et qu'on peut décider de changer demain, c'est la sédentarité.
plus une femme est sédentaire, donc moins elle a d'activité physique et plus elle a un risque de développer un cancer du sein. Donc là, si on a envie un peu de faire quelque chose pour la santé de ses seins, on peut dire, à partir de demain, c'est 20 à 30 minutes de sport tous les jours, ou de marche rapide, ou de vélo. Et puis autre point peut-être important, et en particulier dans nos régions, c'est la carence en vitamine D. Vous savez, c'est quelque chose que fabrique le corps quand on s'expose au soleil. On n'a pas toujours le soleil qu'il faut en Alsace. Il y a des hivers qui sont rigoureux, où parfois il fait trop chaud l'été pour s'exposer. Et du coup, certaines femmes sont carencées. Et du coup, elles augmentent leur risque de faire un cancer du sein. Donc c'est bien pour nous de dépister cette carence et de proposer une supplémentation. Que peut-on faire pour justement détecter le plus tôt possible un éventuel cancer du sein ? C'est conseillé la mammographie et l'échographie et l'examen clinique par le médecin. Et ce qui est conseillé quand on n'a pas de facteur de risque particulier, c'est de faire ce dépistage à partir de 50 ans, tous les 2 ans jusqu'à 74 ans. Et au-delà, on y reviendra tout à l'heure. Moi, je suis Catherine Guldenfels. Je suis médecin, coordonnateur de la structure de gestion qui s'occupe du dépistage organisé du cancer du sein dans les 2 départements de l'ex-Alsace, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le dépistage consiste à trouver une maladie, quelle qu'elle soit, donc là en l'occurrence le cancer du sein, la plus petite possible avant qu'elle n'ait donné un signe clinique qui aurait permis de la trouver. Alors, l'examen de référence pour le dépistage qui permet de diagnostiquer un cancer avant qu'il ne soit palpable, c'est la mammographie. C'est la réalisation donc d'une radio de ses seins. La palpation des seins permet également de dépister, de trouver un cancer quand il est palpable, mais souvent à un stade un peu plus gros que la radio. La radio est plus sensible, on voit plus de choses qu'on ne peut le sentir. La palpation va dépendre de la taille de votre sein, de sa consistance, de votre expérience à la palpation. Donc, elle est moins sensible, moins efficace que la radio. Et alors, à partir de quel âge on peut commencer à penser à se faire dépister ? Je dirais qu'il est impératif de commencer les mammographies à 50 ans. C'est la deadline, en quelque sorte, à partir de laquelle toutes les femmes devraient faire des mammographies régulières. Après, en fonction de son histoire personnelle, de ses antécédents, de son choix, on peut démarrer entre 40 et 50 ans sur prescription médicale les mammographies, mais impérativement à 50 ans, il faut démarrer les mammographies, même si on est en bonne santé, justement si on est en bonne santé, pour le rester. On entend souvent parler de dépistage organisé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est plus exactement ? Alors, le dépistage organisé du cancer du sein a été mis en place au niveau national par la DGS, le ministère de la Santé, dans tous les territoires français depuis 2003. C'est donc assez ancien. Ça s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans révolus et donc des structures comme la nôtre qui existent dans chaque département adresse à toutes les femmes à leur domicile à partir des fichiers d'assuré social. Nous avons les noms et les adresses de toutes les femmes de 50 à 75 ans qui habitent dans une zone géographique, donc ici dans le 67, dans le Bas-Rhin. Nous leur écrivons tous les 2 ans de participer, de se présenter à un examen de mammographie avec un dépliant d'informations qui les incite, qui leur explique pourquoi c'est important. Et une fois qu'elles ont réalisé l'examen, nous recommençons, nous les réinvitons à chaque fois à la date anniversaire. Ça, c'est le premier point extrêmement important de ce programme organisé. L'autre grand point par rapport à une mammographie de dépistage, je dirais sur prescription médicale, c'est qu'une deuxième interprétation des radios sont faites dans le cadre du programme, c'est-à-dire que vous réalisez votre examen dans un cabinet de radiologie, le médecin radiologue interprète cette radio, vous donne le résultat. S'il considère que tout va bien, il nous adresse le dossier qui est revu par un autre radiologue, qui donc réinterprète une deuxième fois les radios pour augmenter, je dirais, la sensibilité de l'examen et la sécurité de cet examen.
Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui ne viennent pas se faire dépister. Quels sont les freins qui les empêchent de réaliser cet examen ? Alors, le principal des freins que nous connaissons toutes, qu'on a toutes un peu au fond de soi-même, c'est la peur du diagnostic. C'est de se dire, je ne vais pas faire d'examen, comme ça, je n'aurai pas la maladie. Et ça, c'est un frein qui est très profond, qui est complètement personne dépendante. Il y a des personnes qui sont plus prêtes à aborder en se disant mais je suis sûre que j'ai rien, donc je vais le démontrer, je vais faire ma mammographie. Et il y a des personnes que ça va bloquer complètement pour prendre rendez-vous. La peur de se rendre dans le cabinet de radiologie, elle peut être culturelle ou religieuse. Alors, ce n'est pas toujours un terme correct. On peut concevoir qu'un certain nombre de femmes de culture musulmane ou d'autres cultures ne souhaitent pas être examinées par des hommes. Donc ça, c'est relativement simple sur le papier, à contourner. Encore faut-il que ces femmes pensent à le dire au moment de la prise de rendez-vous et qu'elles n'aient pas peur de le dire. Puisque le dépistage par mammographie comporte également un examen clinique des seins, c'est-à-dire une palpation des seins. Donc, vous voyez le médecin. Donc, si vous préférez que ce soit une femme, il faut le préciser au moment du rendez-vous. Les personnes qui réalisent les mammographies, ce sont des manipulatrices de radiologie ou des manipulateurs. Là aussi, par contre, elles sont plusieurs présentes dans les cabinets de radio un jour donné. Et elles sont dans leur immense majorité des femmes. Donc la probabilité que vous n'en ayez qu'un seul présent sur site qui soit un homme est quand même très rare pour le manipulateur. Pour le médecin, c'est plus compliqué. Donc bien penser à le dire au moment du rendez-vous, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il faut pouvoir le dire au téléphone. Après, dans la plupart des petits trucs, c'est que sur les listes de radiologues, dans l'annuaire, vous avez le prénom souvent de la personne qui vous permettent de nominativement demander un rendez-vous avec le docteur Y en ayant repéré que ce docteur Y avait un prénom féminin. Il y a des moyens de ne pas de contourner la difficulté. Une autre façon aussi de s'encourager à y aller, c'est d'y aller avec quelqu'un. C'est-à-dire, si on a une amie, une sœur, une belle-sœur qui fait aussi des mammographies, c'est de prendre rendez-vous en même temps et d'aller ensemble au cabinet. C'est toujours plus facile à deux que toute seule, surtout quand c'est la première fois. Je suis le docteur Pierre Wagner, chef de l'unité de l'imagerie du sein et de la thyroïde à l'ICANS à Strasbourg. Pour dépister un cancer du sein, il y a déjà l'âge qui est important. Une femme jeune, ça arrive malheureusement, qui a 20 ans, 30 ans, certaines présentent déjà des cancers du sein actuellement, eh bien, on va déjà commencer par faire un bon examen clinique et une simple échographie, donc sans irradiation. Si cet examen clinique et l'échographie s'avèrent montrer quelque chose de très suspect, à ce moment-là, on s'autorise à faire une mammographie. Et bien évidemment, pour faire un diagnostic, on fait un prélèvement, une microbiopsie, dont le choix de la technique sera en fonction de bonne visibilité à l'échographie, bonne visibilité à la mammographie. Maintenant, s'il s'agit d'une femme entre 50 et 75 ans, il y a le dépistage systématique ADEMAS, ici en Alsace, ça s'appelle ADEMAS. Maintenant, il y a un écueil à l'ADEMAS lorsque l'on trouve une anomalie lors du bilan. On n'en reste pas à renvoyer les images pour un deuxième avis à ADEMAS. On prend tout de suite la patiente en charge et on fait le bilan nécessaire qui peut comporter, outre la mammographie, peut-être une IRM lorsqu'on n'est pas tout à fait sûr du diagnostic péjoratif. Et si on pense que l'image à la mammographie ou à la clinique ou à l'échographie qu'on aura fait en complément sont pathologiques, on fera tout de suite une microbiopsie. Aujourd'hui, c'est quoi les différentes avancées en matière de dépistage ? Disons que déjà, d'un point de vue mammographique simple, il y avait aussi un frein dont je voulais te parler avant, c'est la peur de l'irradiation. Alors donc, on a sensibilisé les grandes industries qui fabriquent ces appareils, les grandes enseignes, en leur disant « Attention, on perd des patients parce qu'elles ont peur des rayons ». Donc, il y a eu un grand travail informatique
avec une importante diminution de la dose des rayons et un travail numérique par derrière qui fait que on obtient actuellement une qualité image qui est hyper performante, avec peu de rayons. C'est dommage de ne pas faire de dépistage, parce que justement, je prends un peu historiquement, nos grands-mères, lorsqu'elles allaient consulter, c'est lorsqu'il y avait une boule au sein. La boule au sein, ça veut dire que la maladie est déjà quand même assez évoluée, pas dans tous les cas, mais chez nos grands-mères, c'était comme ça. Et donc, qui veut dire cancer évolué localement, parle peut-être déjà de métastases à distance. Voilà. Alors, actuellement, en faisant le dépistage, les dames viennent nous voir, on fait une mammographie et on découvre des choses millimétriques dont on a la possibilité de faire des microbiopsies et on diagnostique des cancers du sein de 3-4 mm qui sont encore des cancers locaux que l'on peut, soigner correctement sans que ça devienne une maladie cancéreuse dont je parlais avant. Et donc, le pronostic, in fine, est quand même nettement meilleur lorsqu'on fait un dépistage. Donc, c'est un peu dommage, j'allais dire, de perdre cette chance de faire un diagnostic précoce avec une guérison garantie, avec une qualité de vie qui est normale après. Il y a une catégorie de femmes dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, ce sont les femmes qui ont un risque génétique. Donc celles-ci, on les repère assez facilement parce qu'elles ont une histoire familiale souvent riche. Leur maman, leur sœur, leur tante, leur cousine, etc. peuvent avoir été touchées par la maladie. Ce sont des cancers qui surviennent dans ces familles de manière relativement jeune. Il y a des formes bilatérales, il y a parfois des cancers de l'ovaire associés. Donc quand on voit ces familles, on sent qu'il y a un problème de gènes, un problème de risque génétique. Et là, on peut faire une consultation d'oncogénétique, aller rechercher cette mutation. Et si la mutation est présente, à ce moment-là, il faut vraiment qu'elle se fasse suivre à partir de 30 ans. Pas tous les 2 ans, mais vraiment tous les ans, avec un examen clinique, avec une mammographie et même une IRM qu'on fera tous les ans jusqu'à 65 ans. Et pour les femmes plus âgées, qui ont, mettons, plus de 75 ans, quelle est la marche à suivre ? Alors, on a un vieillissement de la population et les femmes sont en forme. Moi, j'en vois régulièrement qui ont 80, 85, 90 ans, qui sont en pleine forme, qui n'ont pas de comorbidité. Et elles ont envie de s'intéresser à leur santé et tout faire pour aller bien. Donc, elles peuvent aller voir leur radiologue, faire une mammographie tous les 2 ans. Donc, il n'y aura pas de double lecture. Et si cette mammographie découvre un petit cancer, on va les prendre en charge sur un plan chirurgical, les opérer comme si elles étaient plus jeunes. Parfois, elles auront besoin de rayons, parfois d'hormonothérapie. Et c'est quelque chose d'important parce qu'on a vu 20% des femmes qui ont un cancer du sein ont plus de 74 ans. Et les décès, c'est 40% des décès après 74 ans. Donc, c'est des cancers qui peuvent être graves chez les gens âgés. Donc, il ne faut pas les laisser de côté. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi des avancées, des innovations dans le domaine du cancer du sein ? Alors, il y a des innovations, je dirais, tous les jours. Et le cancer du sein, c'est quelque chose qui est multidisciplinaire. Donc, ça concerne tout un tas de médecins, les radiologues, les chirurgiens, les oncologues, etc. Alors, les innovations, chacun en a. Les radiologues ont des innovations. Par exemple, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui facilitent les lectures des mammographies, d'IRM, etc. Il y a de nouvelles imageries, on utilise beaucoup la tomosynthèse, l'angiomammographie, des choses comme ça. Les chirurgiens ont de l'innovation, on fait des chirurgies de plus en plus conservatrices avec des oncoplasticiens et nos techniques changent. Par exemple, le ganglion sentinelle est une technique qui est en train de se simplifier. Qu'est-ce que c'est ? Le ganglion sentinelle, c'est l'ablation du ganglion qui draine le flux lymphatique qui provient de la tumeur. Parce qu'autrefois, quand il y avait un cancer du sein, on enlevait tous les ganglions sous le bras. C'est ce qu'on appelait un curage, mais les femmes avaient le risque d'avoir un lymphœdème, donc un gros bras, un gonflement du bras très dérangeant. Et là, on a des techniques chirurgicales qui sont beaucoup plus sélectives. On enlève beaucoup moins de ganglions, donc des suites opératoires beaucoup plus simples. Il y a bien sûr des innovations dans le domaine des médicaments.
Il y a très régulièrement des nouveaux médicaments qui sortent, tant en chimiothérapie qu'en hormonothérapie. Et puis, il y a tout un tas d'objets connectés sur lesquels on travaille. Je pense que vous avez entendu parler du soutien-gorge connecté. Il y a le lymphomètre connecté pour gérer les histoires de lymphœdème. Il y a des choses comme ça. Il y a de l'intelligence artificielle aussi pour comprendre les causes de cancer. Des projets sur l'impact de l'environnement, par exemple, sur les cancers, l'impact des pesticides, des métaux. Donc tout ça, ça bouge tous les jours et c'est tant mieux parce qu'il y a encore 12 000 décès par cancer du sein. Donc il faut qu'on se mobilise tous pour réduire ces taux de décès. Pour finir, je voulais vous poser la question de l'impact de la chimiothérapie sur la fertilité et comment se passe donc un traitement dans le cadre d'un projet parental. Alors la chimiothérapie, comme vous le dites très justement, peut avoir un impact sur la fertilité. Et c'est pour ça qu'avant de débuter une chimiothérapie, quand le projet parental n'est pas atteint, on propose aux patientes une consultation d'oncofertilité. Et on a un certain nombre de techniques à leur proposer pour essayer de maintenir le mieux possible cette fertilité qu'elles souhaitent fort légitimement conserver. Et j'aime bien finir par une question sur la vie. La vie qui continue, c'est chouette. Nous espérons que ce premier épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver les suivants sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou encore Google Podcasts. Pour plus d'informations sur la lutte contre le cancer, rendez-vous sur le site de l'ICANS, www.icans.eu. À très vite. Une production Double Monde.